On s'attendait à un lundi sans trafic aérien ou presque. Cet après-midi, le syndicat majoritaire des contrôleurs du ciel lève son préavis de grève, mais le trafic restera perturbé. Demain, Michael Dukakis sera désigné officiellement candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis. Et les sondages le donnent également gagnant contre son rival vice-président, le républicain George Bush. Elle s'affiche sans pudeur, elle choque certains. Les messageries roses rapportent gros à leurs propriétaires. Les associations familiales les attaquent, mais pour l'instant, la justice ne peut rien. Madame, Monsieur, bonsoir. Même si vous n'êtes pas un spectateur assidu du Tour de France cycliste, même si vous n'êtes pas sportif, vous ne pouvez pas rester indifférent à l'incident tragicomique survenu cet après-midi à l'arrivée de la 14e étape qui menait les coureurs de Blagnac, de Toulouse-Blagnac, à Guzet, dans les Pyrénées. Au total, 163 km et 3 cols à franchir. 2 hommes étaient détachés, l'anglais Millard et le français Michel Bouvatier. Logiquement, ils devaient remporter l'étape. Il leur restait 150 mètres exactement à couvrir. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont trompés de route. Incroyable, mais vrai. Regardez, Anne Maud. Tout avait bien commencé dans cette 14e étape, Blagnac-Guzet. 163 km, 3 cols sur la fin, une étape classique de montagne. Dans le dernier col, 3 hommes sont en tête. Le français Bouvatier, l'écossais Millard et l'italien Girotto. À 300 mètres de l'arrivée, Bouvatier a course gagnée. À 250 mètres, c'est l'erreur, fatale. Le français se trompe de direction, continue tout droit au lieu de tourner, emmenant Millard dans son sillage. À l'origine de la confusion, le gendarme. Il fait signe aux coureurs de tourner à gauche. En même temps, il indique aux voitures et aux motos suiveuses de continuer tout droit. Ni Bouvatier ni Millard n'ont compris à qui s'adressaient ces gestes. On regarde peut-être 50 mètres devant et puis une fois que Philippe il avait lancé le sprint, si c'est pas très bien indiqué, ben, on va aller tout droit, c'est toujours tout droit normalement. Et puis là, ils mettent un virage à angle droite à gauche, pas du tout indiqué, et puis on s'est fait avoir tous les deux comme des gamins. Mais le règlement impose aux coureurs de connaître parfaitement le parcours de l'étape. Girotto, lui, ne se pose pas de questions. Il passe de la 3e place à la 1re, franchit la ligne d'arrivée en tête, souverain, sans même un regard pour ceux qui lui ont donné la victoire. Mais je vous signale qu'au classement général, c'est toujours l'Espagnol Delgado qui est en tête, qui a donc le maillot jaune. Et dans le Tour de France féminin, la Française Jeannie Langot conserve elle aussi le maillot jaune. On s'attendait à un lundi pratiquement sans trafic dans le ciel de France en raison d'une nouvelle grève du personnel navigant d'Air Inter et d'un arrêt de travail des contrôleurs aériens qui, lui, aurait eu des conséquences à la fois sur le trafic intérieur mais aussi sur les vols européens et internationaux d'Air France. Mais il y a 2 heures à peine, surprise, le principal syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA et la CFDT levaient leur préavis de grève. Pour autant, le trafic restera perturbé dans la mesure où les 2 compagnies françaises vont avoir quelques difficultés, on s'en doute, à reprogrammer des vols qu'elles avaient dû annuler. Claire Chazal. Confusion aujourd'hui à Orly. Jusqu'à 6 h du soir, le programme minimum était annoncé pour le lendemain. La cause, une grève de tous les contrôleurs aériens. Nombreux alors sont ceux qui ont préféré avancer d'1 jour leur retour ou leur départ en avion. Pour beaucoup, un contretemps inextricable. On aurait dû faire Helsinki-Bruxelles, puis après Bruxelles-Paris en autocar, que l'autocar nous aurait laissé un peu n'importe où dans Paris et que après il aurait fallu rejoindre Orly-Ouest par nos propres moyens. Et là, avec le risque de passer la nuit à l'aéroport si notre avion pour Marseille était annulé, on a préféré revenir aujourd'hui, mais ils ont perdu une journée de vacances. Une journée de vacances perdue vraiment pour rien. Car le principal syndicat des aiguilleurs du ciel a au dernier moment retiré son préavis de grève. Pourquoi ce revirement tardif? Parce que, dit le syndicat, le ministre des Transports a fait un geste en promettant de nouvelles embauches et une prime exceptionnelle allant jusqu'à 4 000 francs. Bien sûr, les problèmes soulevés par les contrôleurs subsistent. Surcharge de l'espace aérien, insuffisance des effectifs. Mais en renonçant à un mouvement pour le moins impopulaire, ils auront limité les perturbations attendues pour demain. Renseignez-vous quand même avant de partir auprès d'Air France ou d'Air Inter surtout, qui fait face en plus à une grève matinale de ses pilotes.
Ces arrêts de travail répétés, en France donc, en Espagne, mais aussi en Grèce, où les contrôleurs aériens exercent une grève du zèle, ont sans doute les conséquences les plus importantes en Grande-Bretagne, où le prix des transports aériens relativement réduit fait que ce moyen de transport est très usité par les touristes anglais. Et pour eux, le week-end a été très difficile. Emmanuel Vanier. Certains attendent là depuis 24 heures. La situation semble s'améliorer ce soir, mais plusieurs milliers de touristes sont toujours bloqués dans les aéroports britanniques. Ils étaient près de 150 000 à vouloir s'évader vers le soleil ce week-end. Une affluence exceptionnelle due au tarif plutôt bon marché des billets d'avion en Grande-Bretagne. Leur destination favorite, la Grèce ou l'Espagne. Seulement voilà, les contrôleurs aériens français et grecs ont fait grève. Les décollages étaient suspendus, provoquant ainsi le plus grand embouteillage de l'histoire de l'aviation britannique. Les plus chanceux étaient accueillis à l'hôtel, les autres ont dû camper dans les aérogares. Mais cette situation devrait s'améliorer demain avec la levée du préavis de grève des contrôleurs français. Pas de nouveau dans l'enquête sur le massacre des passagers du paquebot grec City of Poros. Restent en suspens les accusations contre un touriste français, Laurent Vigneron, suspecté par les Grecs de faire partie du groupe des terroristes, malgré les protestations de sa famille en France. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères français, M. Roland Dumas, doit demander des explications au gouvernement d'Athènes, où il est arrivé cet après-midi pour participer à une réunion qui était prévue dans le cadre de la communauté européenne. Ensuite, M. Dumas doit donc parler de l'affaire avec des responsables du gouvernement grec. Il doit ensuite faire une déclaration ou bien tenir une conférence de presse dans la soirée ou dans la nuit. La politique. L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé à Paris il y a 3 semaines entre messieurs Djibaou et Lafleur n'est pas facile à faire accepter sur place. Pour l'instant, particulièrement par le camp des indépendantistes. La convention des différentes composantes du FLNKS a en effet ajourné ses travaux jusqu'à samedi prochain. Pratiquement tous les points de l'accord sont remis en cause. Pascal Guimier. Faute d'avoir pu s'entendre, la Kanaki baisse pavillon pour une semaine. Le FLNKS devait siéger 2 jours durant. 24 heures auront suffi pour faire apparaître en pleine lumière différences et divergences. Face à sa base, Jean-Marie Tjibaou, à qui des militants de toute tendance reprochent aujourd'hui d'avoir signé un accord jugé trop timoré avec le RPCR. Nouveau découpage du territoire, composition du futur corps électoral, autant de points de convergence en métropole, autant de sujets de querelle sur le terrain. Le FLNKS ce soir se sépare, mais pour mieux se retrouver, une semaine de réflexion au programme pour parvenir à une position commune. On saura samedi. Pour le moment, les temps de réflexion et les perspectives qui sont seulement la synthèse du comité d'animation permettent de penser que les gens vont réfléchir encore cette semaine et puis qu'ils vont apporter peut-être des positions. Je pense que des positions seront apportées samedi pour qu'on s'en sorte. Côté indépendantiste, l'avenir de l'accord Matignon se jouera donc samedi prochain à Ouvéa. Ce n'est qu'après que le RPCR se prononcera à son tour sur le texte adopté à Paris. Oui, dans un communiqué, le ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, M. Lepinsec, estime que malgré ses difficultés à faire passer le message, messieurs Lafleur et Djibaou, chacun de leur côté, tiennent le langage de la raison. La politique française encore en 2 phrases très courtes sur l'ouverture au centre qui n'aura visiblement vécu que l'espace d'un lendemain d'élection présidentielle. Le socialiste et ministre André Léniel dit « Le centre n'est que l'allié de la droite, voire de l'extrême droite parfois ». Jacques Barrot, secrétaire général des centristes du CDS au forum RMC FR3, « Le centre existe bel et bien mais reste résolument dans l'opposition ». À l'étranger, la grande affaire demain, c'est la convention du Parti démocrate à Atlanta, aux États-Unis. Une formalité pour celui qui sera officiellement désigné comme candidat de son parti à la présidence, Michael Dukakis. Seule hypothèque sur cette fête, l'attitude du pasteur noir, Jesse Jackson, quelque peu vexé de ne pas avoir été au moins choisi comme candidat à la vice-présidence. Une convention politique à la mode américaine, c'est avant tout une parade parfaitement réglée et qui doit également essayer d'intéresser les électeurs américains qui, depuis plusieurs années, ne s'intéressent plus guère à la politique puisqu'ils votent à moins de 50% pour élire leur président. Paul Naron. Extra, extra, read all about it. Democratic National Convention inside.
Georgia. Atlanta, 2 millions d'habitants, dans le sud des États-Unis, État de Géorgie. La ville a été détruite par le feu pendant la guerre de sécession en 1864. Nous sommes ici également au pays de Scarlett O'Hara. D'ailleurs, 2 drapeaux flottent encore, le drapeau américain et le drapeau des États confédérés du Sud. Dernière retouche à la salle des congrès qui s'apprête à accueillir l'événement le plus important, la Convention démocrate. Des milliers de délégués venus du Texas, de Floride, de l'Arkansas, d'Alaska ou de Californie vont débattre pendant 4 jours de la plateforme de gouvernement en cas de victoire à la Maison-Blanche. Pendant 4 jours également, Atlanta sera la capitale de l'Amérique. Pour avoir de l'audience en télévision, il faut faire un peu de spectacle et cette convention en fera. Mais c'est le meilleur moyen de faire connaître au peuple américain ses hommes politiques. Jesse Jackson est arrivé le premier à Atlanta. Jackson, furieux de ne pas avoir été choisi comme colistier par Mike Dukakis. Le pasteur noir pouvait prétendre à ce poste car il a remporté le plus grand nombre de suffrages après Mike Dukakis. Mais un jour, je serai président et vous verrez, quand je gagnerai, vous gagnerez. Jackson et Dukakis devraient quand même trouver un terrain d'entente. Des discussions entre les 2 hommes sont en cours en ce moment pour permettre à cette convention d'être celle de l'unité. Et c'est dans cette salle que jeudi prochain, les délégués démocrates couronneront leur candidat dans la course à la Maison-Blanche. Selon toute vraisemblance, ce candidat sera Mike Dukakis, qui sera opposé en novembre au républicain George Bush. Mais selon les tout derniers sondages, si les élections américaines avaient lieu demain, les démocrates l'emporteraient face au vice-président des États-Unis. Demain, 18 juillet, dans sa prison de la banlieue du Cap, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, le leader noir devenu le symbole de la lutte anti-ségrégationniste, fêtera ses 70 ans, dont 25 passés derrière les barreaux. De grandes manifestations avaient été prévues dans le pays, elles ont été interdites. Et à Londres, en présence de Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, cet après-midi, un rassemblement a eu lieu à cette occasion et des chefs d'État comme Mikhail Gorbatchev, le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, M. Genscher, ont fait parvenir à Nelson Mandela des télégrammes de sympathie. Et le boxeur noir américain Mike Tyson, lui a expédié une paire de gants de boxe. Quant à Nelson Mandela, dans sa prison, eh bien, il a simplement demandé qu'on lui accorde la faveur de voir le film de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur. Gilles Rabin. La dernière apparition publique de Nelson Mandela, son visage d'il y a 25 ans, la dernière image connue de lui. Voici la seule fête qui ait eu lieu aujourd'hui en Afrique du Sud pour son 70e anniversaire. Quelques amis réunis autour de son épouse, Winnie. 250 kilos de cartes de vœux envoyées du monde entier. Des gants de boxe offerts par le champion du monde en titre des poids lourds. Le gouvernement blanc de Pretoria a interdit toutes les autres manifestations et en particulier les 2 concerts publics qui étaient prévus en Afrique du Sud. Nelson Mandela, 70 ans et 25 ans de prison, condamné à vie en 64 pour complot contre le régime de l'apartheid. Dans son pays, prononcer son nom est suspect, citer publiquement le moindre de ses propos est un délit. Voir Le Dernier Empereur, le film qui retrace la chute du dernier empereur de Chine, devenu simple jardinier après la Révolution, c'est la seule faveur qu'a accepté Mandela pour ses 70 ans. Dans sa cellule, le prisonnier politique le plus célèbre du monde jardine lui aussi un potager miniature. Nelson Mandela, aujourd'hui dans le monde entier, son nom est devenu un slogan. Un slogan scandé, chanté, hurlé, dansé sur le rythme des Noirs de Soweto, comme ici à Wembley le 11 juin dernier.
Dans le conflit Iran-Irak, fort de ses récents succès, ils sont nombreux, le président irakien Saddam Hussein a lancé à la télévision un appel à la paix. Dans le même temps, à Téhéran, on assiste là, au contraire, à des scènes de mobilisation pour tenter de renverser le cours de la guerre. Louis Carzou. Comme elle l'avait annoncé, l'armée irakienne s'est retirée de la ville de Deloran, située à 40 km à l'intérieur du territoire iranien, au sud-ouest du pays. Cette incursion a permis à l'Irak de s'emparer d'une quantité non négligeable de matériel militaire, mais surtout de faire près de 7000 prisonniers au moment où Téhéran réorganise son armée. Depuis 3 mois, l'Irak va de succès en succès sur le front de la guerre contre l'Iran. Le président irakien Saddam Hussein en profite pour proposer à nouveau un plan de paix à l'Iran. En Iran, où on appelle à la mobilisation générale, le nouveau chef des armées, Hachemi Rafsanjani, prépare le pays à ce qu'il prévoit être une guerre longue. Une guerre qui se poursuit depuis déjà 8 ans. Au Mexique, après l'annonce officielle des résultats ô combien contestés des élections présidentielles, eh bien l'opposition n'accepte pas la victoire de M. Salinas. 300 000 personnes sont descendues dans les rues de Mexico hier après-midi pour écouter le candidat battu, M. Cárdenas, dénoncer une nouvelle fois les fraudes électorales, notamment des listes d'électeurs qui ne correspondent pas à ceux inscrits dans les circonscriptions ou qui sont décédés. Une fraude classique mais répétée au Mexique à des millions d'exemplaires. Aucun incident n'a marqué cette manifestation. Retour en France avec un problème de société qui ne peut pas, je crois, vous être totalement indifférent. Tous les jours, dans les rues de toutes les grandes villes françaises, vous pouvez apercevoir des affiches sur lesquelles apparaissent des femmes ou des hommes, plus ou moins dénudés, accompagnés de numéros de Minitel, ce qu'il est convenu d'appeler la messagerie rose, mais qui peut et qui devient en général très rapidement pornographique. Il suffit de l'utiliser d'ailleurs pour s'en apercevoir. Et ces affiches choquent à tel point que des associations familiales ont attaqué en justice, car ces numéros sont accessibles par tous, y compris donc les enfants et les adolescents, avec les risques qu'on imagine. Mais pour l'instant, les juges se déclarent incompétents, car aucune loi ne régit ce type d'activité. Sylvie Sarzana. 2 lettres de l'alphabet, O, Q. Et pour un enfant, l'envie de savoir. Il tape et très vite apparaissent des messages pornographiques ou de ce genre. Super, tu as l'âge idéal pour moi, appelle-moi pour un rendez-vous O. La proie la plus fragile, les jeunes adolescents, facile à racoler aussi par téléphone rose. Chaque Minitel, gratuit pour l'usager, coûte 2000 francs à France Télécom. Près de 4 millions de Minitel en service. C'est sûr qu'il faut l'amortir et que donc l'usage de tout type, que ce soit même celui de la nuit électronique, est important pour conduire ce programme. Amortir, oui, mais à quel prix? À l'origine, un service pour des professionnels, mais très vite dévié. À grand renfort de publicité, les numéros de téléphone s'affichent, les jeunes essaient. Cela rapporte très gros. Les messageries, 25 milliards de centimes par an. Derrière tout cela se profilent des groupes de presse. Le Nouvel Observateur, Libération, le groupe R100. Toutes opinions politiques confondues. Alors, quelle solution? Je crois que on peut y arriver, d'une part en limitant l'utilisation du Minitel rose à des gens qui s'abonnent, qui ainsi prennent leurs responsabilités, et en les limitant à des plages horaires de nuit. Il n'est pas acceptable que le téléphone pornographique s'affiche sur toutes nos villes, sur les murs. Il faut limiter ce genre de publicité à des organes de presse spécialisés. Ainsi, on concilie la liberté, la protection due aux enfants. Supprimer cette publicité anarchique permettrait de mettre à l'abri des regards des enfants ces photos et ces numéros de téléphone. La justice est saisie, mais la Cour d'appel ne s'est pas encore prononcée. Une question que ni le juge ni le législateur ne peuvent continuer à ignorer. Une information qui vient de tomber. 2 gardiens de la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse ont été très grièvement blessés cet après-midi au cours d'une tentative d'évasion. Et il se pourrait même que les jours d'un des 2 gardiens blessés soient réellement en danger. C'est tout ce que j'ai comme information pour l'instant.
Souvenez-vous, au début de la semaine dernière, c'était mardi je crois, une jeune fille de 20 ans, Bernadette Goria, a été retrouvée dans une maison de retraite de Marseille où en compagnie de sa mère, eh bien, elle avait passé toute sa jeunesse sans jamais en sortir. Pour autant, on ne peut pas vraiment la considérer comme une séquestrée, mais plutôt, je dirais, comme une recluse plus ou moins volontaire. C'est l'entourage et l'administration qui, dans cette affaire, sont en cause. Eh bien, aujourd'hui, Bernadette et sa mère ont refusé de partir pour être placés dans un centre d'hébergement. Henri Bodiguel. Bernadette a refusé cet après-midi de quitter le clos Saint-Michel, l'endroit même où elle a passé les 20 années de sa jeune vie. Une volonté de rester qu'elle partage avec sa mère, Marie-Louise. Cette initiative, même si elle est provisoire, a pour premier effet de démentir les accusations de séquestration, mauvais traitement et autres qui avaient été portées en milieu de semaine contre la maison de repos marseillaise. Bernadette ne veut pas partir, mais elle ne veut pas non plus continuer à mener la même vie. Vous voulez sortir de temps en temps? Ouais. Et rentrer le soir. C'est votre maison ici? Oui. Je veux sortir accompagnée et rentrer le soir. Bernadette refuse désormais l'isolement dans lequel elle a vécu depuis sa naissance, sans pour autant quitter sa mère et le clos Saint-Michel. Moi je pense que ces deux femmes qui ont vécu claustrées dans un véritable autisme social pendant de longues années, à l'instant de voir les portes qui s'ouvrent, ont une espèce d'ivresse qui leur fait peur, voilà, c'est tout. Bernadette et sa mère ont quand même profité de l'après-midi et du soleil pour aller se promener dans Marseille. L'économie en vacances. Si vous êtes en ce moment dans la région de l'île de Ré, vous pouvez visiter une exploitation agricole particulière puisqu'il s'agit d'une ferme marine, un élevage sous la mer ou plutôt, plus exactement, sous les eaux des marais de l'île de Ré. Jean Pézieux, Daniel Lévy. Dans ces marais, de puissantes vannes contrôlent l'eau de mer qui alimente un ensemble de bassins et canaux, une trentaine d'hectares, où sont élevés poissons, coquillages et crustacés. Cette ferme marine lancée il y a un an emploie 10 personnes cet été. Dans ces bacs, une importante opération, le lavage des palourdes, le coquillage en vogue. Leur succès vient de la qualité de l'eau des marais, riche en plancton. Alors, ces petites palourdes sont des palourdes qui arrivent à 2 mm, toutes petites. Elles viennent d'une écloserie de l'île de Ré. Nous les prenons là et ensuite nous les élevons en partie en marais, en partie dans la mer, jusqu'à ce stade final qui est le stade de la commercialisation. Ça, c'est une palourde qui fait 25 grammes. Une tente contre les excès du soleil et un mélange eau de mer eau de pluie fraîche, voilà pour les turbos qui n'aiment pas la grande chaleur. Ceux-ci sont nés en Bretagne. La ferme marine produit environ 35 tonnes par an, la truite de mer assurant à elle seule les 2/3 du tonnage. Ces poissons sont passés de 60 à 500 grammes en 9 mois, exemple de la productivité de l'aquaculture. Ennemis des fermiers, les algues. Elles absorbent l'oxygène nécessaire au plancton, d'où ces aérateurs qui brassent l'eau des bassins. Dans celui-ci, on élève des crevettes impériales importées des tropiques. Ces crevettes ont 60 jours. Dans 2 mois, elles seront sur les marchés à 250 francs le kilo. Un excellent rapport pour l'éleveur. Notre souhait, c'est qu'à terme, à travers cette expérience, d'autres expériences, peut-être pas exactement de même nature, mais puissent se faire et puissent permettre une valorisation du marais qui est en grande partie actuellement à l'abandon. L'aquaculture, une activité qui crée des emplois sans abîmer la nature. Voilà un point sur lequel les habitants de l'île et les écologistes peuvent se mettre d'accord. Le fermier défenseur du paysage, un constat qu'on fait de plus en plus ici comme ailleurs. Les vacances tout court maintenant avec l'industrie des best-sellers de l'été. Des livres à lire sur la plage, entre le sable et la crème à bronzer. Ils sont spécialement conçus à cet effet et il y a même des spécialistes du genre. Valérie Fournier. La mort est venue d'un bidon jeté d'un avion jaune. Oui, jaune. Tous les ingrédients sont là. Un héros aux aventures extraordinaires, arrosé d'évasion et d'espionnite, le tout couché sur un lit de politique internationale, un cocktail nommé le souffle austral. Effectivement, il y a tous les ingrédients traditionnels, le suspense, la violence, le sexe, mais aussi la guerre, enfin les réunions à la Maison Blanche, enfin beaucoup de choses qui font déjà le succès des romans américains et qui, nous l'espérons, feront le succès d'une autre, puisque je crois qu'effectivement, il y a déjà des éditeurs étrangers intéressés. L'aventure d'un voyage, mais naturellement pas en drame, toujours naturellement. Aujourd'hui, ça finit beaucoup par des drames. Moi, j'aime bien les choses qui finissent bien. Enfin, voilà. Une droite vers le succès. Pierre Ray, un diable qui a compris toutes les ficelles du bon gros best-seller d'été, une superstar speedée, un flic d'anthologie mêlé au complot du siècle, sous des tonnes de cocaïne. Je peux écrire que sur les choses que je connais. J'aurais pas l'idée d'écrire un livre sur le Moyen-Âge, par exemple.
Alors moi je baigne dans mon époque, je trouve que c'est une époque fantastique, on vit à l'époque des jets. Je crois que le bon roman aujourd'hui, c'est celui qui avec les moyens les plus sobres fait naître le maximum d'émotions. Les grands thèmes, si vous voulez, de société actuelle, moi, me touchent moins. Parce que, en fait, les problèmes sont presque mieux résolus dans les journaux, dans les magazines, où souvent vous avez des experts, des médecins, des psychologues, etc. Et on n'a pas forcément besoin de la force romanesque pour exprimer les problèmes de la société actuelle. 1930, autre décor, autre style. La Dame de Berlin, les aventures de Borrow, reporter photographe, l'homme au Leica, l'anti-héros, attachant et romantique. Nous avons choisi d'inventer un personnage qui est reporter. Pourquoi reporter? Parce que ça nous permettait à la fois d'avoir un regard sur une époque, et ce d'autant qu'il est photographe, et d'autre part de dire des choses qui nous tenaient à cœur. Mais ça n'interdit absolument pas l'aventure, ça n'interdit pas de s'amuser, ça n'interdit pas des histoires d'amour, mais on a voulu qu'il y ait une certaine conscience, je dirais, dans ce livre, que ce ne soit pas uniquement un divertissement absurde. Écrit pour forcer le succès ou pour le plaisir, être ou ne pas être best-seller, c'est la loterie de l'été. Les vacances encore, et enfin, si vous voulez savoir ce que veut dire exactement l'expression « avoir le pied marin », eh bien essayez de faire comme les concurrents du championnat de France de bar-foot, en français ski nautique pieds nus. Cette compétition a eu lieu ce week-end dans la banlieue parisienne. Anne Mourru, regardez. Ils sont complètement givrés. À 65 km/h, bien plus vite qu'en ski nautique, les barfooteurs prennent des risques insensés. Mais le barfoot, ce n'est pas faire n'importe quoi sur l'eau. Chaque figure est codifiée, plus la difficulté est grande, plus les points récoltés sont importants. Fou certes, mais ils aiment ça. J'ai trempé dans le milieu depuis tout petit. Ça procure des sensations qu'on n'a pas en ski, et c'est quelque chose d'à la fois esthétique et viril, donc c'est un truc qui me plaît bien. Tenir sur ses deux pieds relève parfois de l'exploit, surtout quand le vent s'en mêle. Alors, le barfoot, un sport dangereux, peut-être pas. Violent, certainement. Mais pour les barfooteurs, l'essentiel, c'est de prendre son pied. Il y avait un tiercé cet après-midi qui se courait et dont vous allez voir s'afficher les résultats. D'ailleurs, il y a eu un petit problème à propos de ce tiercé. Petit problème pour moi, mais gros problème pour les joueurs de tiercé. En effet, vous voyez, s'affiche le 14, le 8 et le 11. Et en fait, le vrai résultat, c'est 14, 8 et 5. Mais comme c'est le 14, 8 et 11 et non le 5 qui a été affiché, c'est le 14, 8, 11 qui sera payé, même s'il y a eu erreur des responsables des courses. Vous vous doutez qu'il y a ce soir bien des réclamations d'après les informations qui m'ont été données. Alors dans le quartier, en revanche, on retrouve le 14, le 8, le 11 et le 5 qu'on a sauté bien vite. Comme je suis en veine de confidence, je vais tout de même vous donner le rapport que vous n'avez pas vu s'afficher très longtemps. 16 288 francs 20. Ça consolera ceux qui avaient joué le tiercé et le quartier. Le dernier journal, c'est Philippe Gassot qui vous le présentera ce soir avec un dossier sur les Français et la justice, la manière dont elle fonctionne, mais aussi la manière dont ils la jugent, dont ils la perçoivent. Voilà pour ce soir. Quant à moi, si vous le voulez bien, je vous retrouverai demain soir à 20 h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain.